Bonjour monsieur, excusez-moi pour le retard tout à l'heure, mais j'étais en cours. Et puis, ça me fait plaisir de rencontrer madame la maître de conférence parce que j'ai été un étudiant de Nicole Gontier et j'ai beaucoup souffert sur l'épigraphie, moi, du Moyen-Âge. J'en garde pas un souvenir ému, mais c'est vrai que, comment vous expliquer ce professeur avait une aura qui était assez exceptionnelle. C'est une petite bonne femme, pas très très grande, mais quand elle rentrait dans un amphithéâtre, on avait beau être 300, il y avait une espèce d'autorité naturelle qui s'imposait, et moi qui avait tendance à faire beaucoup de bruit, je me taisais. Voilà. Et c'est vrai que, bon, je savais qu'elle avait écrit des livres, et je vous invite vraiment à les lire parce que elle était tout simplement passionnante en histoire médiévale. Et je peux vous promettre que c'est pas ma tasse de thé, l'histoire médiévale. Voilà, je suis désolé. Voilà, bon, c'était un petit peu ma contribution à votre cours, puisque comme ma conférence, Madame Billoré, moi les dernières, je n'avais pas pu être présent pour présenter mes cours, et donc j'ai pas eu de succès. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon beau costume, ma belle cravate, et j'ai dit, je suis venu. Combien de temps j'ai 20 minutes. Oh, super. Bon, parce que je suis un grand bavard. Alors, voilà. Messieurs, dames, moi, je vous invite à un voyage. À un voyage historique et à un voyage géopolitique. Une dame que j'ai eue il y a 2 ans est présente dans la salle. Bonjour madame, comment allez-vous? Et donc, si vous voulez, en fait, pourquoi l'Asie centrale? Ah, je ne me suis pas présenté. Bon, après. Souvent, c'est par amour. Moi, je suis historien de formation, je suis juriste aussi, j'ai fait les 2 universités. Et un jour, j'ai rencontré une grande brune qui a détruit le peu de choses que je savais sur l'histoire de l'Asie centrale et surtout, comment dire, toutes les constructions qu'on nous avait peu enseignées à l'école. Et si vous voulez, ben voilà, je me suis pris de passion pour le pays de mon épouse et sa région. Et ça a reconnecté un peu mon histoire personnelle parce que ma grand-mère avait contribué très fortement à mon développement de ma passion pour l'histoire et m'avait offert un livre sur les grands hommes de l'histoire. Et notamment, il y avait un passage sur Gengis Khan. Et là, c'était le grand Satan. C'était le bouleverse, l'homme qui avait révolutionné le monde, qui l'avait transformé, bouleversé, détruit, écrasé. Et si vous voulez, je me suis rendu compte qu'en fait, de l'Asie centrale, beaucoup de choses, d'éléments de notre histoire nous venaient. Et en réalité, si vous voulez, moi, en 22 heures, je peux difficilement vous faire une histoire complète de ce vaste espace parce que tous les mouvements de l'histoire viennent de l'Asie centrale et ont des impacts jusqu'en Europe. Donc, si vous voulez, en fait, mon cours, je vous propose de venir et de comprendre que ce vaste mouvement de cette région tout aussi vaste a des impacts, et encore aujourd'hui. Et si vous voulez, en réalité, comme je l'ai écrit, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, et c'est un lieu d'affrontement. Et malheureusement, en Europe et en France, on a beaucoup de représentations et peu de réelles connaissances historiques. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai proposé le cours à la faculté culturelle, je voulais faire des recherches, et je m'étais rendu compte qu'aucun cours n'avait été donné sur l'histoire de l'Asie centrale depuis un séminaire en 1959 à l'université Montesquieu à Bordeaux. Bon, donc j'étais tout content de mon innovation et de ma proposition. Et puis depuis 2 ans, on dirait que j'ai lancé le mouvement, puisque vous avez Marie Favreau, qui est maître de conférence à Nantes, qui a écrit un livre qui a eu un retentissement mondial sur la Horde de Gengis Khan. Donc voilà, alors je la connais pas, cette madame, j'aurais bien la rencontrer d'ailleurs, mais voilà. Et donc si vous voulez, il y a une histoire qui est en train de se développer, une nouvelle faveur pour cette région. J'apporterai un peu ma pierre à l'édifice, avec mes modestes connaissances. Mais si vous voulez, c'est vraiment un pivot.
un pivot central. Et il y a quelques semaines, j'ai expliqué à une étudiante, elle est rousse, voilà. Et je dis, mais vous savez pourquoi vous êtes rousse? Ouais, on n'arrête pas de se moquer de moi. Et je lui ai expliqué qu'en réalité, c'était parce que c'était à cause de l'Asie centrale, à cause des populations qui s'appelaient les Yamna et les Botaï. Et je lui expliquais qu'au 4e millénaire, ils avaient amené la peste en Europe. Et donc toute la population européenne avait été détruite par ce vaste mouvement de peste. Et les roux venaient des Yamna et des Botaï. Tout ce genre de choses. Et je sais que j'ai eu quelques étudiantes l'année dernière qui sont présentes. Je remets en cause pas mal de connaissances, et c'est le but de mon enseignement sur ces 22 heures. Donc voilà, j'espère que vous viendrez. Géopolitique, ouais. Voilà, alors pour ça. Ouais. Et donc la géopolitique, en fait, c'est dans la ligne droite. Et alors, il y a le 18 mars, je donnais une conférence à la Bibliothèque municipale de Lyon sur la géopolitique de l'Asie centrale, et l'auditoire avait à peu près votre âge, 25-26 ans. Et donc je commence, et mes propos n'engagent que moi. Et là, donc, je parle, j'explique les relations, les flux, les interconnexions, les affrontements, l'impact au niveau géopolitique. Et puis à un moment, inévitablement, arrive la question « Et Vladimir Poutine ?» Ah, très bien. Et là, je sais très bien qu'à l'heure actuelle, en France, on s'engage sur un terrain extrêmement glissant. Donc j'ai commencé à répondre. Et inévitablement, et la guerre en Ukraine. Un terrain doublement glissant. Et là, j'ai senti avec mes explications que, comment dire, je suscitais une vague de réprobation latente, de contestation feutrée. Et à un moment, je me suis dit, heureusement qu'il n'y a pas des tomates, des poireaux et des pommes, parce que je vais les recevoir sur la figure. Bon. Et je termine mon propos en disant que, malheureusement, l'espace vraiment qui préoccupait Vladimir Poutine était l'Asie centrale. Je leur disais à un moment que lui, il craignait la poussée de l'islamisme en Asie centrale, que j'ai vue. Et j'ai terminé ma conférence, j'ai eu des applaudissements assez médiocres, j'ai dû pas être convaincant, et malheureusement, le 4 avril, vous avez l'attentat du Crocus, fait, accompli par des Tadjiks et des Ouzbeks, ce que je leur avais annoncé 15 jours avant. Donc si vous voulez, mon épouse, ma belle-mère surtout, dirait que je suis une Cassandre, merci belle-maman, mais il faut bien comprendre que cet espace-là de l'Asie centrale est vraiment un espace fondamental pour le devenir du monde, vraiment. Et donc si vous voulez, ça me permettra de vous parler de l'affrontement entre les grandes puissances et de l'absence de la France dans cette région, suite notamment à cette guerre en Ukraine. Et je vais tirer contre ma paroisse, je vais me tirer de mal dans le pied, mais ce que je leur ai dit il y a 2 ans, maintenant tout est faux. Je dois tout refaire. Puisque depuis 2 ans, cette guerre en Ukraine a bouleversé l'Asie centrale. Et malheureusement, notre place à nous, en tant que Français, est de plus en plus ténue. Et la situation politique actuelle de notre pays a énormément d'impact en Asie centrale. Et la situation française est scrutée avec beaucoup d'intérêt par cette région-là. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est vrai que l'Asie centrale, c'est un espace qui est immense, tant historique que géographique, que politique. Mais chaque mouvement qu'il se passe là-bas a inévitablement des impacts. Inévitablement. Et malheureusement, on en a assez peu conscience. Donc c'est pour cette raison que je vous invite à venir
Écoutez, ma modeste connaissance. Et donc voilà, alors, j'en ai proposé un troisième. Alors vous allez dire quel est le rapport avec l'Asie centrale? Eh bien, tout simplement, en fait, moi je suis venu à l'histoire par la guerre, ou je ne sais pas si la guerre m'a mené à l'histoire, mais là c'est plus ma marotte depuis que je suis enfant. Et donc je voudrais vous emmener sur si vous le souhaitez évidemment, sur une connaissance de ce qu'est la guerre comme phénomène central de l'histoire de l'humanité, comme moteur de l'histoire. Et donc du coup, si vous voulez, je parlerai inévitablement d'Asie centrale, je vous rassure. Voilà comment on est passé d'une guerre ritualisée à une guerre nucléaire. Et comment on est passé d'un état de guerre extrêmement, peu présent dans le temps, sur des périodes extrêmement courtes, à des guerres qui s'éternisent, quelle que soit la durée et quel que soit, le temps, le climat. Donc si vous voulez, voilà, c'est vraiment le pur plaisir intellectuel que je vous propose. Bon, ça fait partie de ces marottes infantiles que j'espère vous communiquer. Voilà, donc c'est brosser rapidement l'histoire de la guerre comme phénomène historique et comme phénomène social. Voilà, je pense que j'ai été court pour une fois. Hein. Voilà. Des questions? Madame. Alors, je sais, le monsieur qui est à côté de moi arrête pas de me punir. Parce qu'il me dit, tes horaires. Le problème, si vous voulez, c'est que je n'ai toujours pas de mon emploi du temps pour l'année prochaine. Et c'est vraiment le point le plus nébuleux, parce que si vous voulez, je suis contraint par cela. Alors j'essayerai de vous le mettre en début d'après-midi, mais tout dépendra de mon emploi du temps. Oui. Non, ce ne sera pas le même jour. On va répartir, en fait, si vous voulez, premier semestre, l'histoire, et deuxième semestre, la géopolitique, pour faire une continuité, si vous voulez. Pour l'instant, alors, ce qui est indiqué, c'est effectivement le mercredi de 14h à 16h. C'est le mercredi. Oui. Bon, oui, alors premier semestre 2025, donc à partir du début de l'année, à partir du mois de janvier. Donc le cours de l'histoire, ce serait... D'accord. Madame, de toute manière, très bien. Si vous venez, je ferai en sorte de me rendre disponible. Rien que pour vous. Je vous promets. Alors moi, si vous voulez, je dors entre minuit et 5h du matin. Donc à partir de 5h30, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on est bien d'accord, si on vient tôt le matin, c'est café et croissant. Non, mais... Pardon? Donc... Ah oui, mais c'est mon épouse qui m'a dit, attends, sois beau pour une fois, s'il te plaît, fais-moi honneur. Alors, je dis, vous savez, quand le colonel à la maison, il donne les ordres, on exécute. Hein. Non. Pardon? Vous n'avez pas été excusez-moi, je vous ai pas compris. Vous n'avez pas été qualifié. Alors... Vas-y, remets-le. Après, elle va dire que j'arrête pas de parler. Non, attends, vas-y, redescends. Ah voilà, bah, alors vas-y, redescends. Encore. Vas-y. Descends. Encore. Descends. Voilà, stop. Alors, le pays d'où elle vient, c'est très simple. C'est le tout petit que vous voyez pas. En fait, si vous voulez, vous avez l'immense espace reconnu par l'UNESCO, donc cet espace jaune. Vous avez, après, tous les pays en stan. D'accord? Donc vous avez la grande masse qui est le Kazakhstan au nord. Vous avez un pays qui est très très allongé, l'Ouzbékistan. Juste en dessous de l'Ouzbékistan, vous avez le Turkménistan. Et juste à votre droite, donc à votre gauche, pardon, parce que c'est à ma droite, vous avez un tout petit pays qui ressemble à un chien couché, qui s'appelle le Kirghizistan. Voilà, donc elle vient d'ici. Alors il y en a que 6 millions. Moi j'ai eu la chance d'en trouver une. Voilà. Et donc voilà, elle vient de ce petit pays-là qui s'appelle le pays au visage de femme. Voilà. Parce que le Kirghiz, c'est la contraction de 40 jeunes filles. Voilà. Et donc voilà, c'est ce petit pays, en forme de chien.
couché. Et pour vous le décrire, ben, c'est très simple, c'est la Suisse, en termes de paysage. Pardon ? Montagneux. 80% du pays est montagneux et l'altitude moyenne est à 1000 mètres. Donc c'est assez impressionnant, effectivement. Et même pour être... ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'est un château d'eau. Alors que toute la zone manque d'eau, ce pays, vous avez l'eau des glaciers qui court dans les rues, un gaspillage, mais vous ne pouvez même pas imaginer. C'est même choquant pour nous qui sommes habitués à fermer les robinets, à faire attention. Là-bas, l'eau, c'est... à chaque fois, je suis assez stupéfait. Et c'est un pays qui est... c'est une région qui est extrêmement riche, en termes culturels, en termes historiques, et surtout, si vous voulez, la recherche historique et archéologique avance énormément. Il y a des bons, là, depuis une dizaine d'années, heureusement d'ailleurs. Et pour vous dire, la dernière recherche en date qui est assez stupéfait, c'est que la peste, la grande peste de 1348-1352 qu'on a eue en Europe, viendrait du Tien Shan, donc une chaîne de montagnes au nord du Kyrgyzstan qui sépare avec le Kazakhstan. Et la souche qu'ils ont trouvée viendrait, alors attention, des marmottes. C'est de la viande de marmotte mal cuite. Et ils ont trouvé donc une souche l'été dernier. Ils ont une recherche archéologique pas loin de l'endroit où je vais en vacances. Donc voilà, donc ça viendrait de là-bas. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et le Covid vient pas de là, par contre. Hein, je tiens à préciser. Hein, enfin, quoique des fois j'ai des doutes. Mais si vous aimez les pommes viennent de cette région. Les premières pommes, les noix. Vous savez, les fameuses noix ardéchoises, elles viennent de là-bas. Ou de Grenoble, pardon, excusez-moi. Oui, de Grenoble. Donc voilà, donc si vous voyez, inévitablement, on parlera des chevaux. La place. Alors, je suppose, comme moi, vous avez des parents grands agriculteurs, la luzerne vient de cette région. Donc la luzerne qui fait la joie de nos agriculteurs vient de là-bas. Donc si vous voulez, voilà, c'est vraiment cet impact. Et puis la soie. Monsieur. Alors, cette question m'a été posée il y a 2 ans, et j'avoue que j'ai été un peu comme la cigale, j'ai été pris fort dépourvu quand Abyss fut venu. Alors, non, et pour 2 raisons. La première, pour une raison déontologique. Moi, je suis professeur, je ne suis pas une agence de voyage, et si vous voulez, je trouve assez malvenu de me faire payer un voyage par les étudiants, parce qu'un accompagnateur se fait payer le voyage. Bon, donc ça, c'est la première raison. Moi, je suis pas là pour vous emmener en voyage, d'un point de vue déontologique. Et puis la deuxième raison, qui est beaucoup plus pratique, c'est le prix. Les prix, depuis 2 ans, ont tout simplement explosé, puisque les billets d'avion, le prix a été multiplié par 3. Une compagnie aérienne a le monopole, c'est Turkish Airlines. Donc là, si vous voulez, pour des billets d'avion à l'heure actuelle, c'est, quand vous les prenez tôt, c'est entre 1000 et 1500 euros, quand ils sont pris tôt. Donc si vous voulez aller là-bas, c'est quand même un coût pour le billet d'avion. Et puis, je discutais avec ma belle-mère, là, pas plus tard qu'hier soir, les prix ont aussi énormément augmenté. Ça reste abordable pour nous. Mais si vous voulez, c'est un voyage, il faut partir au moins 15 jours, qui coûterait entre 3000 et 3500 euros. Parce qu'on est bien d'accord, on ne vous emmènerait pas dans des auberges de jeunesse. Il faut des hôtels d'un certain standing. Et les prix, notamment dans la capitale, sont équivalents à ceux de Lyon, en termes de bâti et en termes de repas. Donc voilà, c'est assez conséquent. Et c'est pour cette raison aussi. Voilà. Et puis si vous voulez, en plus, d'un point de vue plus prosaïque, je ne sais pas si vous avez vu, c'est marqué officier de la réserve opérationnelle, nous avons ordre, militaires d'active et de réserve, de ne pas partir en vacances à l'heure actuelle et de ne pas sortir du pays. Voilà. Et c'est un ordre qui émane du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense. Voilà. Donc, jusqu'à quand cette interdiction, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, c'est la raison, les 2 raisons essentielles, d'un point de vue déontologique puis d'un point de vue financier. Mais je vous invite à y aller. On est bien d'accord. Mais c'est un voyage qui peut revenir cher quand même. Voilà.
Et surtout, en plus, alors, ce qui est complètement... les affaires étrangères ont émis une notice rouge. Voilà. Alors, on est bien d'accord. Il n'y a pas plus de risque d'aller là-bas que quand vous sortirez de l'université de vous faire renverser. Mais bon, oui, enfin... Non, mais il n'y a aucun risque. Non, moi, on y va chaque année avec ma famille, il n'y a strictement aucun risque. Mais pour les affaires étrangères, c'est notice rouge. Voilà. Et c'est terrible, hein. Ah non, tous. Bah, le Crocus, c'était des Tadjiks, des Ouzbeks. Au Daghestan, il y a 2 jours, il y a eu une attaque. Alors, c'est dans le Caucase. Donc, il y a eu une attaque, il y a quand même eu 20 morts. Ils ont attaqué une église orthodoxe et une mosquée, une synagogue, pardon. Voilà. Pardon ? Il y a aussi des quelques civils, quelques croyants. Voilà. Mais bon, c'est au Daghestan. Mais voilà, il y a notice rouge à l'heure actuelle. Donc, bon, ça ne vous empêche pas de partir, hein, mais on ne croit rien, hein, honnêtement. Hein. Mais bon, c'est problématique à l'heure actuelle. Voilà. Donc, ça sera avec plaisir que je vous emmènerai, mais voilà. Pas tout de suite. Voilà. Non, puis surtout, je veux dire, enfin, Turkish Airlines a vraiment salé là. Enfin, ils ont fait. C'est la seule compagnie, puisqu'on est obligé de passer par Istanbul. Et Istanbul, après, c'est l'Asie centrale, donc ils ont le monopole. Oui. Hmm. Hmm. Oui, mais c'est. Ah oui. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a un phénomène, et puis les prix ont augmenté aussi sur place. Voilà.